Ok, alors du coup, il y a une semaine, j'ai passé 2 h 30 dans le plus grand bidonville du monde. L'expérience était tellement incroyable que j'ai décidé de te raconter ça en vidéo. Alors du coup, j'étais dans la ville de Jaisalmer où j'étais allé voir l'hôtel le moins cher du monde. J'avais séjourné dans l'hôtel le moins cher du monde. Je te mets un petit i ici si tu n'as pas encore vu la vidéo que je t'ai tournée. Et je me dirigeais en fait dans la ville de Mumbai. Et une des raisons principales pour lesquelles je voulais aller à Mumbai, c'était justement pour aller visiter ce fameux bidonville de Dharavi. Dharavi, c'est le bidonville le plus grand du monde, non pas en termes de taille, mais en termes de population, puisque ce bidonville-là comporte officiellement 1 million d'habitants et non officiellement 1,2 voire 1,3 million d'habitants. Donc juste imagine, c'est comme si tu prenais une ville comme Bordeaux et que tu la confinais dans un espace de 2 km par 2 km, puisque c'est ça la taille de Dharavi. Donc forcément 2 km par 2 km pour un bidonville, c'est énorme. Quand tu vois ça en face de toi ou quand tu vois ça vu de l'avion par l'aéroport, crois-moi, ça fait un petit effet. Mais comparé à la grosseur de la ville de Mumbai, qui a plus de 22 millions d'habitants et qui s'étale partout, eh bien c'est vraiment très petit. Donc c'est 1,3 million d'habitants confinés dans un tout petit endroit et qui vivent forcément dans des situations très précaires. Alors au début, je pensais que j'allais pouvoir rentrer tout seul comme ça dans le bidonville et puis me balader entre très grosses guillemets, entre toutes les ruelles et contempler, alors je te l'avoue avec une admiration un petit peu morbide, tout ce que je voyais autour de moi et vraiment ressentir, tu vois, cet effet de quand tu as l'impression d'être dans un film parce que c'est tellement différent que tout ce que tu peux connaître que tu n'as aucune pensée qui interfère dans ta tête et tu es juste là à regarder ce que tu vois et à contempler tout ce qui t'entoure. Et je voulais vraiment en fait vivre cette expérience tout seul et ressentir ça, et je me suis rendu compte très vite que ça ne serait pas vraiment possible en me renseignant sur internet. Alors sur internet, on va dire que c'est assez dangereux. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis blanc et que les Indiens sont métis ou noirs. Donc forcément, c'est impossible pour moi de passer inaperçu dans un bidonville. Surtout que je voulais en plus me ramener avec ma caméra, me ramener avec mon matériel, etc. Donc là, c'était un petit peu mission suicide puisque forcément, c'est des gens qui sont très pauvres. Donc s'ils me voient moi avec ma caméra et surtout ma tête de blanc, donc forcément pour eux, je suis blanc donc je suis riche, eh bien j'aurais pu avoir quelques problèmes. Donc j'ai décidé de ne pas faire cette expérience tout seul et il a fallu que je trouve un intermédiaire. Donc j'ai vu sur internet qu'il y avait des agences de voyage qui te permettaient en fait de louer un guide entre guillemets, un local, et d'aller à l'intérieur du bidonville avec en plus des informations, etc. en étant en sécurité. Il y a deux catégories d'agences. Donc il y a une première agence où tu payes très peu et le guide va t'emmener pendant 1h30, 2 heures et en fait va t'emmener dans plusieurs magasins où tu vas essayer de faire participer un petit peu l'économie. Puisque oui, il y a des magasins dans le bidonville, chose que je ne savais pas avant. Et la deuxième catégorie d'agences, qui est celle que j'ai choisie, c'est des agences où le prix est nettement plus cher, mais ils reversent un pourcentage, non pas aux habitants de Dharavi, mais pour construire des écoles à l'intérieur du bidonville et du coup pour donner un petit peu l'espoir à ces enfants qui sont nés là-dedans et qui veulent pourquoi pas s'en sortir et ensuite trouver un vrai travail et se sortir de cette situation. Donc c'est justement cette agence-là que j'ai choisie, même si le prix était beaucoup plus cher, parce que dans l'agence que j'ai choisie, ils reversent 80% de la place à la construction de nouvelles écoles. Et on a même d'ailleurs visité certaines des écoles qu'ils ont construites avec justement les touristes comme moi qui viennent visiter le bidonville. Donc ça, je trouvais ça vraiment très bien et surtout que les gens qui sont dans ce bidonville-là savent que c'est nous, touristes, qui finançons ces écoles-là pour les enfants. Donc forcément, on se sent beaucoup plus en sécurité puisqu'on n'est plus l'intrus qui vient un petit peu comme s'il venait au zoo du pauvre, tu vois. Là, c'est totalement différent puisqu'on finance justement ces écoles. Donc c'est à cette agence-là que je suis parti et c'est ça que je vais te raconter. Donc j'appelle l'agence et au bout du fil, on me dit rendez-vous à la gare de Maharim à 14h30. Je me dis ok, pas de souci, 14h30, je vais à la gare de Maharim, j'ai mon sac à dos, j'ai de l'eau, etc. Et je rencontre du coup mon guide qui me suivra sur toute cette aventure, entre guillemets, sur cette expérience et qui me donnera énormément d'informations. Ce guide-là s'appelle Pradip, il est extrêmement gentil. Il parle très bien anglais et c'est avec lui que je suis parti. Alors pourquoi on se rejoint à la gare? Eh bien tout simplement puisque la ligne de chemin de fer va déterminer la limite entre le bidonville et entre le reste de la ville.
Alors là du coup je me retrouve avec le guide et on attend en fait une deuxième personne qui va nous rejoindre. Donc ça sera un Russe d'une trentaine d'années qui va vivre la même expérience que moi avec le même guide. Donc on est là tous les deux et le guide nous explique un petit peu comment va se dérouler cette visite. Il nous dit d'abord qu'on va visiter la partie commerciale du bidonville. Donc là déjà on est un petit peu choqué, on se dit comment ça la partie commerciale? Et ensuite il nous dit on va visiter la partie résidentielle. Donc là en fait on apprend qu'il y a deux différents endroits. Un endroit de commerce et un endroit résidentiel. Et déjà première surprise, on se dit d'accord, donc il y a vraiment une organisation en fait à l'intérieur du bidonville. Moi je pensais que c'était le chaos total. On passe cette fameuse ligne de chemin de fer et là on arrive du coup dans la limite du bidonville. Donc ce qu'il faut savoir c'est que plus on s'enfonce dans le bidonville, plus c'est chaotique, hein. La plupart du temps c'était comme ça. Donc sur le côté, ça allait encore. Première surprise, je vois des rues, des vraies rues. Alors forcément, il y a du plastique partout, il y a des déchets partout. C'est extrêmement sale, c'est le chaos. Il y a beaucoup de gens, énormément de gens qui marchent partout dans la rue. Il y a des sortes de sacs de sable, il y a beaucoup de déchets, c'est sale. C'est pas des vraies routes, mais il y a des routes. Il y a des routes où il y a des scooters qui passent, il y a des motos qui passent. Première surprise, je vois des vraies routes. Deuxième surprise, je vois des vrais bâtiments. Je m'attendais à voir que des bâtiments en tôle, que des trucs faits main, du bois posé avec des maisons. Pas du tout. Ce que je vois, c'est des vrais bâtiments en béton. Alors forcément, c'est vraiment le minimum de ce que tu peux avoir. La plupart du temps, ils n'avaient pas forcément de porte, ils n'avaient pas de fenêtres, ils n'avaient pas de tout ça. Mais j'ai vu des bâtiments en béton. Et ça, c'était OK en entrant dans le bidonville. Et une troisième chose qui m'a assez surpris, c'est que premièrement, je ne voyais pas de gens en train d'agoniser dans la rue comme j'ai pu voir à Delhi ou dans d'autres endroits. Je ne voyais pas d'enfants tout seuls qui cherchaient de la nourriture. Je voyais en fait de la vie, des gens qui parlaient entre eux, une communauté. Je voyais des gens qui souriaient, des gens qui marchaient, des gens qui travaillaient. Je voyais en fait une sorte de vie normale. Et en fait, ça m'a fait vraiment cet effet de me dire c'est la vie normale. En fait, c'est comme une société dans la société. Ils ont créé leur propre société où tout le monde travaille. C'était la première surprise et justement, ce guide-là a essayé de nous donner une bonne vision de ce qu'était dans la vie. Et en fait, il nous a montré à chaque fois bien, des gens qui travaillent. Alors forcément, ils gagnent très peu d'argent, mais c'est des gens qui travaillent. Et donc, on a vu différents métiers. On a par exemple ceux qui vont recycler le plastique. Donc on a vu des gens qui prennent des déchets en plastique, ils les mettent dans des machines, ça fait des sortes de confettis et ensuite ils les mettent dans des boîtes et puis ils revendent ça sûrement à des entreprises. On a vu des gens qui recyclaient le savon, donc ils prennent le savon dans les hôtels, tous les savons qui restent dans les hôtels, ils en font un gros bloc, ils le font fondre et ils recyclent en fait ce savon-là. On a vu aussi des gens qui travaillent le métal, qui travaillent la ferraille. On a vu des gens qui font de la poterie, des gens qui font des vêtements, des gens qui font des sacs avec du cuir. On voit vraiment en fait des gens travailler, une communauté, une vraie communauté qui travaille. C'est pas des gens qui sont là dans la rue à rien faire. C'est vraiment des gens qui essaient de s'en sortir, qui essaient de gagner de l'argent malgré le peu qu'ils ont et au final qui ne font pas rien. Donc le gars nous a expliqué que les gens travaillent en moyenne entre 12 et 14 heures par jour, ce qui est énorme. Et bien évidemment, ils travaillent 7 jours sur 7. Les conditions de travail, je te fais pas un dessin, il fait chaud, c'est sale, ça sent pas bon, tu fais brûler du plastique, etc. Donc tu prends des inhalations de fumée très toxiques. Donc les conditions de travail sont vraiment déplorables, mais ils gagnent de l'argent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en fait, je posais beaucoup de questions au guide et il m'expliquait que les gens en moyenne, donc un homme en moyenne, va gagner 300 roupies par jour. 300 roupies par jour, ça fait 3,20 € à peu près. Et une femme va gagner, elle, à peu près 200 roupies par jour. Donc on est à 2,20 €, voilà, 2,15 €. Donc ce qui est très peu, mais pour un bidonville, c'est raisonnable puisqu'ils payent des loyers pour ceux qui ont des vraies maisons et forcément les loyers, eh bien c'est rien du tout. Alors une chose que je t'ai pas dit, c'est qu'au bout de 10 minutes après être rentré à l'intérieur du bidonville, le russe avec lequel j'étais voulait déjà partir du bidonville, pour te dire. Il trouvait ça tellement sale, les inhalations, les odeurs, parce que forcément ça sent très mauvais aussi, que le gars voulait partir. Le problème c'est que ce bidonville c'est un labyrinthe, donc tu peux pas partir comme ça. Donc le guide lui explique que non, il va falloir qu'il continue le chemin et qu'il va falloir qu'il se force à passer des fois dans des endroits qui sentent mauvais, dans des endroits qui sont sales. Donc le gars déjà faisait un petit peu la tête. Donc ensuite on quitte la partie commerciale et on va dans la partie résidentielle.
Donc là, crois-moi que c'est dans cet endroit-là que je me suis senti le plus dans un bidonville, puisque toujours pareil, c'est très sale, c'est tout confiné. Donc des fois, tu passes dans des toutes petites ruelles et c'est des bâtiments qui ont été construits les uns sur les autres avec de la tôle. Il y a de l'électricité, mais alors tu as des câbles qui sont par terre, tu as des sortes de tuyaux d'eau, il y a des poubelles qui débordent un peu partout. Et là, tu as vraiment l'impression du coup d'être dans un bidonville. Et quand on passait dans des toutes petites rues où c'était tout noir, franchement, tu passes là-dedans tout seul, tu te sens pas du tout en sécurité. Donc en arrivant dans la partie résidentielle, le gars nous explique direct qu'on ne sort pas le téléphone portable, on sort rien de valeur et on le suit à la trace. Puisqu'on est quand même en train de traverser des endroits où vivent les gens. Donc tu traverses les petites ruelles et en fait, tu regardes sur ta gauche, tu regardes sur ta droite et tu vois des gens qui sont chez eux, dans leur maison un petit peu précaire. Et forcément, c'est un petit peu gênant, nous en tant qu'Européens, de voir ça comme si c'était une attraction touristique, puisque c'est un petit peu le cas. Donc voilà, on continue, on passe dans les toutes petites ruelles un peu sombres, etc. On se rend compte vraiment que c'est un labyrinthe énorme. Et le guide savait exactement où il allait, il connaissait tout le truc par cœur, il connaissait tout le chemin par cœur. Donc on passe dans des ruelles où je vois des gens qui font leur vie normale, qui vont d'un point A à un point B. Je vois des enfants qui jouent dans la rue en fait, qui se balancent des ballons, qui jouent à se balancer des sortes de bouteilles en plastique qu'ils ont dû trouver par terre. Et il y a même certains enfants des fois qui mettent leurs mains comme ça pour que je leur tape dans la main. Ils me demandent rien, ils me demandent pas de l'argent, ils me demandent pas à manger. Ils sont juste là, en train de jouer, malgré leur situation, et ils ont le sourire jusqu'aux lèvres et ils sont tous en train de jouer et nous regardent sans jugement, sans a priori, sans rien, puisque là, pour le coup, c'est des enfants. Donc on continue à traverser toutes ces petites ruelles. Et là, justement, on parlait d'enfants, on arrive dans une école qu'ils ont construite avec les bénéfices de l'argent que nous, en tant que touristes, on donne pour faire ce tour-là. Donc on voit finalement qu'ils ont réussi à construire des écoles, qu'ils arrivent à éduquer des enfants et que ces écoles-là justement sont gratuites. C'est ça qui est génial, c'est que les gens n'ont pas besoin de payer pour que les enfants aillent à l'école. Donc ils construisent des écoles et en plus de ça, elles sont gratuites. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le bidonville de Dharavi, c'est 51 écoles qu'il y a. Alors oui, il y a des écoles dans le bidonville et oui, en plus, il y en a 51. C'est énorme. Parmi les 51, il y en a quelques-unes qui appartiennent justement à cette agence de voyage par laquelle je suis passé. Donc on visite une première école, on visite une deuxième école. Alors forcément, les écoles, c'est pas comme en France, hein. T'inquiète pas, c'est vraiment juste une table, une chaise et c'est 60 élèves pour un professeur. Et le professeur n'est pas formé, mais au moins, ça apporte une discipline aux enfants et ça les aide à se regrouper entre communautés, etc. Donc c'est vraiment super important, l'éducation dans tous les cas, c'est important pour ceux qui veulent s'en sortir après. Mais il y en a beaucoup qui vivent à Dharavi, mais qui ne veulent pas forcément partir de Dharavi puisque qui sont bien dans leurs conditions. Donc sur les murs de cette école, je suis tombé sur quelque chose qui m'a énormément surpris et je trouve ça vraiment magnifique. Ça donne de l'espoir pour l'humanité et en fait on peut se rendre compte que même des gens qui sont dans des situations précaires, même dans un des endroits les plus pauvres de la planète, il y a encore de l'espoir. Regarde ça. Donc là si je te fais la traduction, c'est écrit « Travaille dur, rêve grand, n'abandonne jamais, je suis positif ». Ça, c'est quand même ce qui a été tagué sur le mur du plus grand bidonville du monde. Si c'est pas beau quand même. Donc voilà, du coup je vais pas te raconter tout dans les détails, mais on a fini en tout cas sur cette note positive. J'ai trouvé ça vraiment incroyable et ensuite on est allé dans l'agence, on est reparti du coup du bidonville et on s'est retrouvé avec le guide qui nous a donné quelques informations. Je lui ai posé énormément de questions, je voulais savoir comment fonctionnait le système de caste par exemple. Je t'expliquerai sûrement ça dans une prochaine vidéo. Et ensuite, on a dû noter entre guillemets le guide et on a parlé un petit peu avec lui de beaucoup de choses. C'était extrêmement intéressant. Donc voilà, j'espère en tout cas que tu auras apprécié cette vidéo. Je pense que j'ai beaucoup parlé quand même dans cette vidéo. J'espère que j'ai réussi à changer un petit peu la perception que tu peux avoir justement sur les bidonvilles. Et moi, je t'invite tout simplement à venir faire l'expérience. Elle est totalement incroyable, cette expérience. C'est vraiment quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie, je pense. Et je te mettrai les informations dans la description si tu as envie de passer par la même agence que moi, avec le même guide que moi, et du coup de vivre une très bonne expérience. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toi.